Présentation du projet éducatif local. Donc, je laisse la parole à Lydia qui va nous faire cette présentation, ainsi qu'avec les équipes. Oui, merci Monsieur le maire. Nous allons avoir de très nombreuses délibérations concernant l'éducation lors de ce conseil municipal et nous allons commencer par la présentation générale du projet éducatif local. Vous le savez, la ville de Cherbourg, depuis de très nombreuses années, a une politique extrêmement forte, engagée dans le domaine de la jeunesse et dans le domaine de l'enfance également. Le PEL, c'est un outil dont la ville s'est tout naturellement dotée depuis de nombreuses années, un outil très intéressant puisqu'il permet à la fois de faire un travail de diagnostic, d'identifier sur le terrain les actions qui sont menées en faveur de la jeunesse, qui permet aussi de repérer des manques, de repérer des faiblesses, des fragilités, d'identifier des besoins, des attentes, et ensuite de coordonner des projets, de poser des objectifs communs et surtout et enfin d'impulser de nouvelles initiatives. Donc c'est notre coordonnateur PEL, Monsieur Thierry Leclerc, qui va nous présenter bien évidemment ce projet, puisque c'est lui qui en connaît toute l'histoire, toute la teneur et qui suit au fil des années l'état d'avancement de tous les objectifs que nous avons posés, action par action. Donc vous avez sur votre bureau, pour le confort de la lecture, l'ensemble de ce PowerPoint. Nous allons commencer par la présentation du projet éducatif local, puis ensuite nous reviendrons plus précisément sur une des branches de l'arbre des objectifs du PEL qui est constitué du projet éducatif de territoire, ce qui nous mènera à la présentation de l'évaluation que nous avons menée de ce PEDT cette année et enfin bien évidemment à la nouvelle organisation horaire de la semaine, toujours en conformité avec la réforme des rythmes scolaires. Donc on commence avec la présentation du projet éducatif local. Merci. Donc ça va être une présentation très synthétique, parce que le temps imparti est très court. Donc le projet éducatif local, c'est une philosophie au service d'un projet concerté. Donc je vais faire quelques rappels historiques en amont. Donc de 2004 à 2006, il y avait un groupe de recherche-action qui s'appelait le groupe Rappel, Recherche-Action pour le PEL, composé de l'ensemble de la communauté éducative, qui a élaboré le document philosophico-politique du PEL. À partir de janvier 2011, il y a eu un projet de reformulation du projet politique enfance-jeunesse de la ville, qui a abouti à la rédaction de 18 fiches actions qui ont été validées et discutées le 1er juillet 2011 lors d'un séminaire enfance et jeunesse. Et la phase opérationnelle du PEL a débuté depuis mars 2012. Donc on est mars 2012, juin 2015 et on va aller vers une deuxième phase, un deuxième acte du PEL sur la durée 2015-2020 qui sera aussi la durée du contrat de ville. Donc tout ça va rester en lien. Donc le projet éducatif local répond à une méthodologie de projet de constante évolution. Donc elle se base sur un diagnostic partagé, une concertation avec les partenaires, l'ensemble des partenaires, pour élaborer des objectifs généraux, puis des objectifs opérationnels qui seront déclinés en fiches actions et qui seront évalués tout au long du déroulement du projet. Les enjeux du PEL. Donc le PEL répond à 3 enjeux majeurs qui sont l'égalité des chances, la participation des familles et l'ajustement de l'offre aux besoins des publics. Les objectifs du PEL. Donc le PEL répond à un objectif global de cohérence éducative répondant à une finalité de prise en compte des rythmes chronobiologiques des enfants, c'est-à-dire les temps de l'enfant, pour éviter de saucissonner l'enfant entre les différents temps de sa journée, et des jeunes dans le cadre d'un parcours éducatif, donc d'une continuité éducative. Donc le projet éducatif local a un objectif principal qui est de mobiliser les capacités de chacun pour éduquer ensemble les enfants et les jeunes. Donc cet objectif principal est décliné en objectifs opérationnels. Donc ils sont sur 6 grandes thématiques. On part du très jeune enfant. Il y a aussi des actions de périnatalité qui devront être intégrées récemment pour accompagner l'évolution de la personne jusqu'à accompagner les parents. Et comme ils sont parents, après on retourne à la boucle de soutenir le jeune enfant.
Et l'objectif 3 du PEL, qui était en phase avec le soutien à la scolarité, devient le projet éducatif de territoire de la réforme des rythmes scolaires. Merci. Donc les liens fonctionnels du PEL. Donc une foultitude de dispositifs différents, donc le projet éducatif de territoire, mais aussi le plan de promotion de la santé, le relais assistante maternelle, le contrat de ville, les actions territoriales en faveur de la jeunesse du département, le réseau REP+, le dispositif Ville-Vie Vacances, le programme de réussite éducative, le contrat local d'accompagnement à la scolarité. La liste n'est pas exhaustive. Et tous ces dispositifs sont menés par différents acteurs, donc au cœur le public et les familles, mais aussi différents dispositifs comme le circuit sur l'accès aux pratiques musicales, les projets promeneurs du net, la maison des adolescents, le lien avec les parents d'élèves, la CUC, le conseil régional, le conseil départemental, la CAF et la direction départementale de la cohésion sociale, et ça peut aller jusqu'à un travail particulier avec les bailleurs sociaux. Donc la coordination du PEL se situe à 3 niveaux, avec un portage politique, un élu référent en charge des politiques éducatives, un pilotage stratégique avec depuis 2012 un rattachement à la direction générale de la cohésion sociale et de l'égalité des chances, et un pilotage technique assuré par une coordination clairement identifiée. Donc vous avez l'état d'avancement des fiches actions du PEL, suivant 3 orientations différentes. Donc c'est un peu long sur le temps imparti de tout décliner. Donc on a décidé de juste prendre l'exemple de l'orientation 1, fiche action 5, qui était en 2012 d'étudier la faisabilité de la création et de l'animation de réseaux sociaux virtuels. Et on s'aperçoit que depuis septembre 2012, suite à un appel à projet de la CAF, pour effectuer une présence éducative sur Internet via les réseaux sociaux, il y a un dispositif qui est mis en place sur la commune qui s'appelle les promeneurs du net, donc un réseau de 12 promeneurs différents qui sont des professionnels de l'animation et de l'éducation qui réalisent des permanences réparties sur l'ensemble de la semaine auprès des publics. À ce jour, on est à peu près à 1300 amis Facebook. Voilà, donc on passe vite fait sur l'ensemble des fiches actions. Donc le projet éducatif social local, qui est une démarche partenariale des 5 partenaires institutionnels de la Manche, la CAF, la DDCS, le conseil départemental, la MSA et l'éducation nationale. C'est en fait l'acte 2 du PEL qui rajoute un S à PEL. Donc, qui constitue donc un pilotage institutionnel départemental qui permet un accompagnement bienveillant de ces institutions sur l'ensemble des territoires, mais un cadre contraignant, contractualisé à travers un conventionnement qui peut permettre, entre autres, une augmentation substantielle des subventions. Alors ce PESL va être obligatoirement en lien avec les axes prioritaires du mandat, qui sont la citoyenneté, la prévention, l'inclusion sociale et professionnelle et l'animation en faveur de ces publics jeunes et enfants. Et donc, de par ces orientations, il y a des actions qui devront intégrer via de nouveaux objectifs cet acte 2 du PEL, qui sont notamment la prévention de la santé dans les écoles, la prévention des conduites à risque menées au sein des établissements du secondaire, par des agents de la ville, mais aussi des partenaires associatifs, l'éducation aux écrans, l'exclusion accompagnée, les dispositifs de promotion de l'égalité femmes-hommes, la lutte contre les stéréotypes, le conseil local de la jeunesse qui va vous être présenté ultérieurement, ou alors encore les actions éducatives familiales qui sont des actions de lutte contre l'illettrisme des parents. J'ai pas été trop long. Et donc maintenant on va passer au projet éducatif territorial. Tad, il y a d'abord des questions sur le cadre général du PEL avant qu'on passe à cette branche particulière de l'arbre des objectifs qui est le projet éducatif de territoire. Non, alors on enchaîne avec la suite.
Alors, cette présentation du projet éducatif de territoire, nous l'avons déjà menée l'année dernière avec, vous vous en souvenez, notre première organisation proposée, puisque cette réforme des rythmes scolaires, qui était une réforme extrêmement ambitieuse, elle donne une responsabilité complètement inédite aux collectivités, la responsabilité de l'organisation, non pas simplement de l'organisation des bâtiments, de services en dehors de l'école, mais elle donne également l'organisation de l'ensemble du temps de la journée, avant, pendant, après l'école, avec une décision qui concerne y compris les horaires qui vont être ceux de l'ensemble des écoliers. Donc c'était une réforme très ambitieuse qui donnait une nouvelle responsabilité aux villes, et à la ville de Cherbourg-Octeville, eh bien, on a essayé, vous le savez, de mobiliser tous les moyens nécessaires pour être à la hauteur des enjeux de cette réforme et pour répondre au mieux aux besoins de cette réforme. Alors le projet éducatif de territoire, on vous l'avait dit l'année dernière, mais on a rappelé quand même la définition, c'est un cadre général, c'est très précisément, vous avez là la définition, un cadre expérimental d'une durée de 3 ans dont l'objectif est de mobiliser toutes les ressources d'un territoire afin d'offrir à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l'école. C'est ça l'enjeu. Alors nous avons à Cherbourg défini des objectifs opérationnels. Il s'agit tout d'abord, premier objectif, de permettre la découverte d'activités adaptées à chaque âge. Des activités qui soient variées, qui soient enrichissantes, qui soient de qualité. Nous avons eu véritablement une très forte ambition pour ces activités proposées aux enfants. Et il ne s'agissait pas tout simplement d'avoir un accueil périscolaire ordinaire. Par ailleurs, deuxième objectif, il s'agit de permettre l'accessibilité aux pratiques à tous les enfants. Et là, il y a véritablement un enjeu d'égalité de tous les enfants sur notre territoire. Bien entendu, ça allait de pair avec la gratuité de ces temps d'activité périscolaire. Troisième objectif, respecter les rythmes des enfants, notamment les plus jeunes. Ça, c'est très compliqué. Il faut essayer, évidemment, de coller au mieux au rythme des enfants, avec évidemment, on va le voir, des aménagements d'ailleurs qui sont proposés à nouveau cette année. Et puis nous avons aussi comme objectif de poursuivre l'harmonisation de ces accueils périscolaires en partenariat avec l'Éducation nationale. Ce travail avec l'Éducation nationale est tout à fait stratégique. Alors, quelle est la nouvelle organisation scolaire et périscolaire ? Tout d'abord, pour mémoire, en quelques mots, vous vous souvenez que les nouveaux rythmes, ils ont été appliqués dans la ville de Cherbourg-Octeville à la rentrée 2014. Alors, nous avions pris une année de plus pour réfléchir, l'année 2013-2014, et l'application a commencé à la rentrée 2014. Elle ne s'est pas faite comme ça à partir de rien. Il y a eu un très très long travail de concertation. D'ailleurs, je salue tous les membres, les personnels de la direction de l'éducation qui sont là aujourd'hui, à la fois Philippe Poulain, mais également Dominique Ollier, Nathalie Blanchet et Thierry, bien sûr, que vous avez entendu à l'instant, qui ont énormément travaillé, ainsi que tous les personnels de la direction de l'éducation. Il faut leur rendre hommage. Ils ont énormément travaillé pendant cette année 2013-2014 pour arriver à être parfaitement prêts à la rentrée 2014. Donc il y avait eu plus de 150 réunions, vous vous souvenez, avec, on l'avait dit, les différents comités techniques dans les écoles, 3 comités techniques par école, des réunions de comités de pilotage avec l'Éducation nationale, des comités de suivi chaque semaine. Bref, 150 réunions au total. Et nous avions retravaillé tout le projet de service de la direction de l'éducation, les fiches de poste de 150 agents. C'était la mobilisation également de 80 intervenants pour la rentrée 2014, 80 intervenants pour 252 ateliers chaque semaine, 11 500 heures de travail au total et 60 activités différentes proposées. Bref, c'était évidemment ici tout un travail colossal. Alors, l'année scolaire 2014-2015, que s'est-il passé ? Vous vous souvenez que nous avions dit, cette première année, ce sera une année d'expérimentation et au cours de cette année d'expérimentation, nous mènerons une évaluation et nous apporterons des modifications si cette évaluation fait apparaître qu'il faut apporter des modifications. Bon, disons-le d'emblée, c'est en effet ce qui s'est passé. Alors, comment s'est déroulée cette année d'évaluation ? D'abord, nous avons réuni à nouveau le comité de pilotage à 3 reprises
et nous avons réuni à nouveau les comités techniques dans toutes les écoles de la ville. Alors dans ces comités techniques, on trouvait autour de la table vraiment tous les acteurs concernés par cette réforme des rythmes scolaires. C'est-à-dire qu'on avait les parents représentants de tous les parents élus, on avait les enseignants, les DDEN, à chaque fois nous avions également les personnels de la ville, personnel restauration, personnel ATSEM, nous avions aussi l'association des Francas qui était représentée, donc les coordonnateurs TAP Franca étaient là, ainsi que la directrice des Francas, et nous avions aussi des représentants des intervenants qui étaient toujours présents. Bien sûr, je ne compte pas, mais c'est très important aussi, le personnel de la direction de l'éducation qui était systématiquement présent, ainsi que les représentants municipaux qui siègent dans les conseils d'école et moi-même comme représentante de la municipalité. Donc nous avons réuni tous ces conseils, tous ces comités techniques et nous avons également mobilisé, vous le savez, la Ligue de l'enseignement. Ligue de l'enseignement qui avait déjà mené des évaluations dans d'autres villes, ailleurs, dans la Manche, et qui nous a proposé de travailler cette fois-ci pour la ville de Cherbourg. On ne pouvait pas leur demander d'étudier l'ensemble de nos écoles, ça aurait été un travail beaucoup trop important. Donc on a choisi 3 écoles situées dans 3 quartiers différents de la ville, avec des effectifs très importants pour avoir ici une évaluation qui puisse avoir du sens. Ils ont mené cette évaluation et nous avons réutilisé les questionnaires qu'ils ont fabriqués pour mener leur enquête. Et ces questionnaires, nous les avons mis à la disposition de tous les parents de la ville en ligne sur le site internet. Nous les avons envoyés à tous les enseignants, à tous les intervenants et également à tous les coordonnateurs Franca et également à nos personnels pour avoir vraiment une vue complète des avis des uns et des autres et pour avoir ici une évaluation complète. Alors nous allons justement passer aux conclusions de cette évaluation. Alors elle est très dense, l'évaluation en elle-même, donc bien évidemment je vais vous présenter une synthèse. Nous avons présenté la totalité de cette évaluation, à la fois en comité de pilotage, mais aussi lors d'une réunion qui a eu lieu, lors de 3 réunions qui ont eu lieu le 19 mars. Nous avons présenté cette évaluation complète à tous les enseignants qui avaient été invités lors d'une première réunion, à tous les parents qui avaient été invités à une 2e réunion et à tous les intervenants et encadrants qui avaient été invités à une 3e réunion. Mais si vous souhaitez avoir le document complet, il est à votre disposition, bien entendu. On ne va pas vous le présenter aujourd'hui par PowerPoint, ce serait beaucoup trop long, mais il est à votre disposition et il suffit de donner votre adresse à Philippe ou à Dominique et nous ferons un plaisir de vous envoyer évidemment l'enquête complète. Alors quelles sont les conclusions? Nous allons donc présenter une synthèse. Commençons par les familles. Donc nous avons eu 215 réponses des familles par le site internet de la ville, qui a très bien fonctionné d'ailleurs, il faut le signaler. Le service informatique a été très efficace, le service communication nous a beaucoup aidés et ça a très bien fonctionné. Alors si on synthétise les réponses des parents, on s'aperçoit que pour 62% d'entre eux, ils sont plutôt contents de la communication, c'est-à-dire la communication sur l'organisation générale. Ils ont compris, parce que c'était quand même une grosse nouveauté, cette réorganisation, eh bien ils ont compris comment l'école allait fonctionner à présent. Donc plutôt content de la communication, plutôt content également des temps d'activité périscolaire, c'est-à-dire du contenu qui a été proposé, à la fois de la diversité et de la qualité des activités que nous avons proposées. Mais, toujours concernant l'étape, ils nous indiquent qu'ils n'ont pas eu assez d'informations sur le contenu de ces étapes et qu'ils n'ont pas eu assez d'informations sur les animateurs. Autrement dit, ils auraient souhaité rencontrer les animateurs. Donc ça, c'est important parce qu'on va apporter des réponses à ce souhait, évidemment, l'année prochaine. Pour ce qui concerne les enfants qui ont répondu toujours via le questionnaire parents, eh bien les enfants, ils sont plutôt contents du contenu des temps d'activité périscolaire, mais pour certains d'entre eux, ils ne sont pas toujours contents ou toutes les activités ne leur ont pas plu. Et là, on va revenir sur ce point, mais on a remarqué qu'il y avait un certain nombre d'enfants qui regrettaient de ne pas avoir eu le choix dans les activités. Ça nous paraît suffisamment important pour qu'on en tienne compte, évidemment, dans la réorganisation l'année prochaine. 78% des familles
78% des familles nous disent que la nouvelle organisation a un impact sur leur enfant. Et là, vous allez voir que cette remarque, elle est faite à la fois par les familles, mais aussi par les enseignants et également par nos personnels. Ils ont tous observé une fatigue plus importante chez les enfants, ce qui nous oblige à apporter des réponses en termes d'organisation. Et enfin, pour 70% d'entre eux, la réforme a impliqué une nouvelle organisation de la vie de la famille. En même temps, quand on regarde de près les réponses au questionnaire, on s'aperçoit que les nouveaux horaires, les nouveaux services que nous avons mis en œuvre, l'accueil périscolaire du matin, l'accueil périscolaire du soir, les satisfaits. Néanmoins, c'est indiqué ici, il y a quelques familles qui souhaiteraient que ça commence avant 7h30, dès 7h, ou que ça finisse jusqu'à 19h. Mais là, on arrive évidemment dans la difficulté qu'une collectivité peut avoir à répondre à tous les cas de figure. Ce ne sont que quelques parents, mais on ne peut pas apporter satisfaction à tout le monde. Et puis, il ne faut pas non plus que les enfants restent trop longtemps, bien sûr, en temps de collectivité. Alors, nous passons à ce qui concerne les enseignants. Donc, vous allez voir que leurs réponses convergent, puisque les enseignants nous disent pour 97% d'entre eux qu'ils considèrent que la journée n'est pas adaptée aux enjeux de la réforme, qu'il faut encore la retravailler. Et ils soulignent qu'il y a un bénéfice aux 5 matinées, mais que ce bénéfice des 5 matinées peut être annulé lorsque les après-midi sont trop chargés. Et par ailleurs, pour 76% d'entre eux, ils trouvent que le positionnement des temps d'activité périscolaire en début d'après-midi n'est pas adapté au rythme des élèves de maternelle. Alors c'est vrai que nous avions positionné ces temps, vous vous souvenez, 2 fois 45 minutes en début d'après-midi, en étant parfaitement bien intentionnés, parce que c'est le moment où les enfants ont un petit fléchissement dans la concentration. On s'était dit c'est donc le moment d'avoir des activités un peu différentes, des petites lectures de contes, des choses très calmes, et ensuite ils seront à nouveau parfaitement vifs pour le retour aux apprentissages. Et ça ne se passe pas comme ça. En fait, on s'aperçoit que les enfants sont très contents d'aller en temps d'activité périscolaire, même les tout petits. Ils investissent leur première activité, ils donnent toute leur énergie lors de cette première activité, et lorsqu'il s'agit de retourner aux apprentissages, eh bien, ils sont trop fatigués, et c'est donc les apprentissages qui sont pénalisés, ce qui n'était évidemment pas du tout notre objectif, donc il faut revoir cette organisation. Et enfin, il souligne, alors que les temps de transition se sont plutôt bien passés, c'était pas simple, le temps de transition entre l'étape et le temps scolaire. Néanmoins, il souligne aussi que cette organisation a eu un impact sur les enfants. Les enfants sont plus fatigués, voilà ce qu'ils nous disent, comme les familles et comme nos personnels. Pour ce qui concerne les intervenants qui étaient 80 au total, eh bien, ils nous disent qu'ils sont globalement contents des moyens que nous avons mis à leur disposition pour travailler. C'était pas un petit enjeu, puisqu'on s'était engagé à ne pas utiliser les salles de classe, donc il fallait trouver dans toutes les écoles suffisamment d'espace adapté pour accueillir tous les intervenants. Donc ils sont globalement contents des moyens qui ont été mis à leur disposition en termes de locaux et de matériel. Ils ont été très satisfaits de pouvoir travailler en demi-groupe, puisqu'ils avaient des demi-groupes classes, ce qui voulait dire au maximum 14 enfants à encadrer. Mais ils notent aussi que l'absence de choix a parfois généré des problèmes de discipline. C'est-à-dire que, puisque les enfants n'avaient pas choisi l'activité, parfois, ils pouvaient être un peu, entre guillemets, hostiles à cette activité et ne pas être suffisamment concentrés. Ça a posé parfois des petits problèmes de discipline, d'où l'idée de proposer véritablement un choix aux enfants l'année prochaine. Enfin, pour ce qui concerne les personnels de la ville, et notamment les personnels de restauration, nous indiquent qu'avoir une pause du midi qui dure 2 heures, donc une pause un peu allongée, c'est quelque chose de très confortable pour pouvoir bien organiser les 2 services, le temps de brossage de dents, et puis également un petit temps d'animation par ailleurs. C'est quelque chose qui est très confortable. L'adaptation aux nouveaux horaires a parfois généré un peu de fatigue aussi, en particulier pour nos ATSEM. Et enfin, on note également, parmi leurs observations, qu'eux aussi ont remarqué la fatigue des enfants. Alors la conclusion de toute cette évaluation, pour le dire en quelques mots, c'est que nous avons compris qu'il fallait modifier un certain nombre de choses. D'abord, arriver à des horaires qui soient plus simples
lycée. Il fallait que l'on sépare les temps TAP des temps d'apprentissage pour une meilleure lisibilité, une absence de confusion. Il fallait qu'on allège encore un peu plus les après-midi et il fallait clairement qu'on propose du choix aux enfants dans les temps d'activité périscolaire. Nous avons donc imaginé 2 modèles possibles. Un modèle 1, 8h45, 11h45, 13h45, 16h. Un modèle 2 et 2 modèles un peu différents. Un modèle 1 dans lequel on a une répartition assez équilibrée entre la matinée qui ne dure que 3 heures et l'après-midi qui dure 2h15. Et un modèle 2 où, à l'inverse, on avait une matinée clairement allongée et une après-midi encore plus allégée. Et on a soumis à nouveau à la consultation ces 2 modèles possibles qui avaient chacun des avantages et des inconvénients. Ces 2 modèles, finalement, nous avons choisi, de ces 2 modèles, nous avons choisi le modèle 1. Alors, pour votre information, une majorité des enseignants d'élémentaire avaient choisi le modèle 2, mais une majorité d'enseignants des maternelles avaient choisi le modèle 1. La majorité des parents, très largement, avaient choisi le modèle 1. Et l'Éducation nationale également avait choisi, Madame l'inspectrice, Madame Marguerin, avait choisi le modèle 1. Donc, les avantages de ce modèle que nous avons retenu, c'est qu'il permet un alignement des horaires en maternelle et en élémentaire, ce qui permet de faire des doubles niveaux grande section CP. Nous avons une véritable après-midi sans interruption pour la sieste, qui était la grande crainte des enseignants de maternelle. On a, mais dans les 2 modèles, un recentrage sur les apprentissages, puisqu'on a sorti l'étape des temps d'apprentissage, des décloisonnements possibles, une organisation des APC, des activités pédagogiques complémentaires qui sont une organisation qui est facilitée puisqu'on peut la faire sur le temps de pause du midi, une meilleure régularité, lisibilité de nos horaires et on a moins de temps en collectivité puisque le périscolaire du soir commence à 16h seulement. Et il y avait quelques inconvénients au modèle 2, c'était le risque d'une sieste écourtée et l'absence de temps d'apprentissage pour les plus jeunes, et ce sont ces inconvénients qui l'ont emporté sur les avantages malgré tout que pouvait avoir ce modèle 2, celui de proposer une matinée allongée, ce qui était évidemment favorable pour les élémentaires. Alors, il faut parler également de la nouvelle organisation des temps d'activité périscolaire. Nous avons donc évidemment tenu compte de cette évaluation. Et l'observation qui était faite par tous, nous l'avons vu, les familles, les enseignants et de la même façon nos personnels, l'observation de la fatigue des plus jeunes nous a conduit à renoncer au temps d'activité périscolaire pour les élèves de maternelle. Donc il n'y aura plus de temps d'activité périscolaire pour les maternelles puisqu'on voit qu'avoir ces temps d'activité périscolaire en plus du temps scolaire, c'était visiblement trop pour les plus jeunes cette année. Alors bien sûr, nous aurons néanmoins un accueil qui sera proposé, un accueil périscolaire ordinaire, mais beaucoup moins sollicitant pour tous les enfants. Par ailleurs, nous allons donc proposer du choix et les inscriptions commenceront donc cette année simplement en septembre. Elles vont se dérouler de la façon suivante. La première semaine, nous allons distribuer à toutes les familles un programme avec des fiches d'inscription. Donc les enfants auront comme un menu avec plusieurs activités au choix. La deuxième semaine, les intervenants vont venir dans l'école et il va y avoir un temps de présentation. Donc voilà, on va répondre à ce besoin de rencontre des animateurs. Les parents, les enfants vont pouvoir rencontrer les animateurs vont présenter leur activité et les enfants vont pouvoir donc ensuite, lors de la 3e semaine, faire leur choix, rendre les fiches et nous allons nous traiter la 4e semaine. On ne va pas chômer la 4e semaine puisqu'on va traiter l'ensemble de ces fiches d'inscription. Les activités ne commenceront donc pas dès la rentrée de septembre, mais elles seront décalées d'1 mois pour avoir ici ce temps de rencontre et on commencera le 5 octobre nos temps d'activité périscolaire. Alors il faut ajouter que nous allons aussi avoir un avenant à notre projet de service pour les ATSEM. Pour les agents de restauration, il n'y a pas de modification puisque le temps de travail est absolument identique à celui qui était déjà appliqué en 2014-2015. Pour nos ATSEM, quelques modifications. Nous allons maintenir bien sûr
la présence de nos ATSEM d'abord et avant tout sur le temps scolaire. C'est ici un recentrage sur le cœur de métier que nous avions déjà choisi de mener en 2014-2015 et on va évidemment poursuivre en ce sens. C'est très important parce que c'est quelque chose qui a été très apprécié, même si dans cette nouvelle manière d'aborder le métier, il y avait aussi un peu de fatigue. Néanmoins, ce recentrage sur les missions premières, sur le cœur de métier, c'est quelque chose qui a été très apprécié. On les a libérés de toutes les tâches d'entretien qui ont été reprises par nos personnels qui sont dédiés à ces tâches, du service propreté, hygiène des locaux. Nous aurons, pour la journée la plus longue, qui était une journée de 9 heures, une petite réduction d'un quart d'heure. Des roulements pour les temps périscolaires, avec, on va le voir dans les délibérations suivantes, une meilleure gestion, on l'espère, des accueils périscolaires le matin notamment. Et nous allons identifier précisément quelque chose qui leur a un peu manqué cette année, c'est un temps dédié au rangement et à la préparation des ateliers. Donc tout ça, c'est fait suite à plusieurs réunions de travail qui ont eu lieu, bien sûr, avec les agents. Et enfin, l'année prochaine, puisque cette année, nous avons privilégié plutôt la formation et les réunions de bilan et de concertation, l'année prochaine, nous allons enfin mettre en place ce que nous souhaitions faire déjà l'année dernière, c'est-à-dire une véritable supervision de nos ATSEM avec des temps d'échange professionnels menés par une psychologue spécialisée dans la gestion du stress au travail. Voilà. Voilà pour cette présentation générale. Merci Lydia. Donc vous voyez l'immensité du travail qui a été accompli, la complexité également, et quelle a été aussi notre méthodologie, à savoir d'avoir la vision la plus objective de la situation par le biais d'une évaluation indépendante, que cette évaluation indépendante elle puisse être basée sur des éléments objectifs recueillis à partir d'enquêtes, et puis cette concertation incessante qui a eu lieu à la fois par le biais des comités techniques dans chaque école, mais aussi avec les 4 catégories de personnel concernés, que sont bien évidemment les enseignants, les familles, les intervenants eux-mêmes, et puis l'ensemble des autres acteurs du projet. Monsieur Cuny, je vous laisse la parole, et puis après, il y aura Madame Joly, je crois. Voilà, merci Monsieur le maire. Une question très simple. Comment vous analysez le taux de retour de 15,2% des familles? Parce que vous avez évoqué tout à l'heure le système de consultation qui a été fait via le site internet de la ville. J'espère qu'il y en a eu d'autres que celui-ci. En tout cas, votre analyse sur les 15,2% qui me paraissent extrêmement faibles. Et quand on regarde des statistiques qui sont habituellement faites dans d'autres domaines, 15% de taux de retour, on peut se poser des questions sur l'aspect significatif des retours. Voilà, merci. Oui, alors je n'ai pas précisé tout à l'heure que nous avions fait en sorte que les parents puissent disposer également de questionnaires papier. C'est-à-dire que dans toutes les écoles, il y avait également des questionnaires papier, pour que la consultation par Internet ne soit un obstacle pour personne. Alors c'est vrai qu'on peut considérer que c'est un taux de retour assez faible. D'un autre côté, lorsqu'on a des choses à dire, on peut utiliser ce moyen. Et on peut supposer que ceux qui n'ont pas utilisé ce moyen, c'est qu'il y avait peut-être moins de choses à dire sur l'organisation en général. Nous avions bien sûr informé les parents par courrier. Chaque parent avait reçu un courrier avec la démarche à suivre pour se connecter au site Internet. Nous avions également indiqué toutes les adresses des EPN pour tous ceux qui ne seraient pas équipés à la maison. Et enfin, il y avait des questionnaires papier. Donc normalement, ils avaient tous les moyens à leur disposition pour remplir ce questionnaire. C'est vrai que c'est un taux de retour qui est faible, mais néanmoins, comme il était accompagné de l'enquête menée par la Ligue de l'enseignement, qui, elle, dans 3 écoles, a interrogé un maximum de parents, on pouvait considérer que si les réponses que nous avions convergeaient avec celles qui avaient été recueillies par la Ligue de l'enseignement dans les 3 écoles, eh bien, ces avis étaient pertinents. D'accord. Juste une dernière demande. En tout cas pour notre groupe, le Cercle du Cotentin, on souhaiterait avoir effectivement l'enquête détaillée pour qu'on puisse l'analyser à tête reposée. Merci. Aucun problème, ce sera fait. Madame Joly. Oui, moi j'ai 2 choses, une remarque et une question. La première, c'est que nous aussi,
nous apparaît pertinent, en fait, les remarques qui ont été faites, puisqu'elles étaient venues au cours des rencontres du temps de l'enfant qui avaient été organisées dès le mois de novembre 2014. Et c'est vrai qu'on arrive aux mêmes conclusions. Par contre, pour un coût moindre. Voilà. Moi, je tiens à féliciter le travail qui a été mené parce qu'il était nécessaire et les choses ont été prises en compte, notamment la fatigue des maternelles. En ce qui concerne la mise en place de temps d'échange avec une psychologue pour les ATSEM, parce qu'elles étaient vraiment en souffrance. Et la notion de choix d'activité, qui paraissait essentielle. J'aurais une question, c'est et maintenant, comment on évalue ? Parce que l'évaluation doit continuer. Je crois que ça fait partie des préconisations de la Ligue de l'enseignement. Puis de toute façon, c'est nécessaire. Parce que je pense qu'on ne peut pas oublier la remarque des enseignants d'élémentaire qui préconisaient un temps plus long le matin, parce que c'est plus favorable aux apprentissages. Il ne faut pas perdre de vue que cette réforme, elle a été mise en place pour réduire l'échec scolaire. Voilà. Alors en fait, il y avait plusieurs questions. Pour ce qui concerne la suite, oui, bien sûr, il faut continuer l'évaluation. Ça ne s'arrête pas là pour toujours. Non, on va continuer cette évaluation. L'année prochaine, ce sera une évaluation qui n'aura pas la même ampleur, forcément. Mais on va probablement continuer les comités techniques, refaire un comité technique l'année prochaine. Alors, peut-être pas à la même date, on attendra sans doute d'avancer un peu plus dans l'année, mais au printemps, probablement, qu'on recommencera nos comités techniques. Et c'est un excellent outil que le comité technique, parce que c'est vraiment un moment où il y a des échanges qui sont des échanges très denses. Pour ce qui concerne le coût de notre évaluation, est-ce que c'est le coût de la Ligue de l'enseignement qui est évoqué ici ? Alors, c'est très transparent, c'est un coût de 12 000 €. C'est vrai que ça peut paraître élevé, mais ça n'est rien d'autre que du temps de travail. Ça n'est rien d'autre que du temps de travail, c'est 3 mois de travail pour ici 3 agents. C'est pas un coût qui est vraiment scandaleux et je ne pense pas qu'on puisse soupçonner la Ligue de l'enseignement d'avoir tiré vers le haut ces tarifs. C'est vraiment pas une entreprise à but commercial. Donc voilà, c'est vrai que c'était un effort important pour nous, mais on estimait qu'il fallait le faire parce que si on ne l'avait pas fait, on aurait toujours pu nous soupçonner d'avoir une évaluation qui était faussée, d'avoir une évaluation qui n'était pas objective. Donc il fallait faire cet effort et on l'a mené, on trouvait ça très important. Je me demande si j'ai pas oublié une troisième question. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Madame Huette. Oui, c'était juste un point de détail, mais j'avais laissé passer ça tout à l'heure à propos du projet social éducatif. Parmi les actions à intégrer, vous avez mis la lutte contre les stéréotypes et les préjugés. Ouais. Est-ce qu'il y a une liste ? Qui fait cette liste et à quoi ça correspond ? Tout à fait, c'est une agence nationale. Oui, je peux donner une réponse. Enfin, il y a une agence nationale qui je veux dire, c'est en lien bien évidemment avec le ministère en charge de ces questions. Enfin, je veux dire, tout est codifié. Il n'y a aucune difficulté. Et on a cette liste ? Oui, on vous la fournira. Pourquoi, quelle est votre question ? Oui, la question était quelle lutte contre les stéréotypes et les préjugés. Qui décide que telle action, telle attitude est un stéréotype ou un préjugé ? Et qui fait la liste ? Et ça correspond à quoi ? Voilà. Tout à fait. Mais il y a une agence nationale, d'ailleurs, qui est passée, justement, et il y a un gros travail qui est fait sur ce qu'on appelle aussi les discriminations à l'embauche. Dans lequel un certain nombre de grandes entreprises, je ne vais pas les citer, mais on les connaît tous. Mais ça, c'est pour l'école, c'est pour les élèves. Mais je veux dire, c'est en lien, bien évidemment, avec cette agence nationale. Okay. Vous avez la liste ? Je ne vais pas vous la donner comme ça, mais pas... Mais l'important, c'est de savoir qu'elle existe et qu'en effet, ce n'est pas subjectif. On ne décide pas qu'il y a ici ou là des stéréotypes. C'est codifié. Voilà. C'est pas chacun qui décide qu'en effet, il y a là un stéréotype et là-bas, pas de stéréotype. Ok. Eh bien, après cette présentation, donc moi, ce que je vous propose au niveau ordre du jour, on reviendra tout à l'heure sur le point du Code général des collectivités territoriales, mais puisque nous sommes sur les questions éducatives, donc on puisse enclencher notre conseil municipal avec donc la délibération concernant donc la désignation de représentants municipaux dans les conseils d'école. Donc je continue à laisser la parole à Lydia Tchelan.
Oui, alors les deux écoles, Jean Jaurès maternelle et Jean Jaurès élémentaire, ont fusionné lors d'un conseil d'école extraordinaire qui a eu lieu le 2 avril 2015. Alors c'est une fusion qui a eu lieu sur proposition de l'Éducation nationale pour des raisons pédagogiques. Madame Marguerin a proposé cette fusion pour un meilleur suivi des cohortes d'élèves, pour pouvoir proposer des temps de concertation et de formation communs à l'ensemble des enseignants et donc qu'il y ait finalement un suivi de l'ensemble de ces générations au plus près. Des moyens ont été donnés pour soutenir également cette fusion, un 100% d'aide à l'administration et 3/4 de décharge pour le directeur. Évidemment, nous devons revoir la répartition de nos représentants municipaux, et c'est lié également à la fermeture de l'école Prévert dont nous parlerons tout à l'heure. Et puisque Madame Joly a proposé de laisser sa place, eh bien, c'est Madame Marie-Françoise Lebonnois qui sera désormais la seule représentante municipale pour l'école Jean Jaurès fusionnée. Madame Joly. Oui, je tiens quand même à préciser que c'est un choix politique, parce que pour moi, c'était difficile de défendre une politique qui n'est pas la mienne, et je ne pouvais pas toujours répondre aux questions. Et voilà. Donc c'est vraiment un choix politique. C'est pas, je me défausse pas. Ok. Ah oui, non, Parfait. Sur cette désignation, donc qui vote contre, qui s'abstient. Ok, donc 2 plus. Non, il n'y a pas de pouvoir chez vous. Si, Madame Le Barbanchon. Voilà, d'accord. Okay. Il n'y avait pas du tout de tels soupçons de notre part, parce qu'on sait bien comment les comptes rendus étaient faits très précisément lors de chaque conseil d'école, lorsque vous siégiez dans les conseils d'école. Pas de soupçons de cette nature. Okay. Alors, la délibération suivante, eh bien, elle concerne l'école Tourville-Malakoff. Les écoles Tourville et Malakoff ont fusionné en 2014. Et le conseil d'école nous propose de donner un nouveau nom à cette école pour consolider cette fusion. Et je propose que Madame Marilyn Héron, qui est notre représentante municipale au conseil d'école de cette école, nous présente cette délibération. Merci Mme Thulan. Oui, donc à la rentrée 2014, l'Éducation nationale avait prononcé la fusion administrative de l'école maternelle Malakoff et élémentaire Tourville. Après un an, donc, l'équipe pédagogique et les parents d'élèves ont proposé une dénomination nouvelle afin de consolider les liens pédagogiques et de former une unité. Donc, lors de la séance du conseil d'école du 7 avril 2015, le conseil d'école de Tourville-Malakoff a proposé plusieurs dénominations, souhaitant retenir prioritairement et pour la première fois sur Cherbourg-Octeville le nom d'une femme. Après consultation des 137 familles de l'école, le choix s'est porté sur la dénomination de Mme Simone Veil. Je vous propose en conséquence d'accéder à cette demande et de renommer l'école Tourville-Malakoff Simone Veil. Voilà. Ah, Monsieur Le Jamtel. Oui, ça serait malvenu de ne pas voter la délibération, évidemment, mais néanmoins, à Paris, il y a une délibération du 9 décembre 1938 qui n'autorise normalement pas la dénomination d'une voie du nom d'une personne qui n'est pas décédée. Voilà, c'était juste un éclairage complémentaire. Alors, il y a pourtant déjà des établissements scolaires qui portent le nom de Simone Veil. Donc, on est évidemment très content de cette proposition. Alors, il y a eu plusieurs noms de femmes proposés. Oui, donc il y avait eu Rachel Otto, qui est une sculpteur de Fermanville, Florence Artaud, Catherine Deneuve, Elisabeth Banater, Clémence Royer, enfin voilà. Voilà. Voilà, donc ça c'est le résultat donc, de la concertation de 137 familles donc, qui nous conduit à proposer à l'Assemblée délibérante donc, le choix de Simone Veil pour cette école Malakoff-Tourville. Alors juste pour information, la plaque sera dévoilée à la rentrée de septembre. Nous inviterons Madame Simone Veil. Il y a peu de chances qu'elle vienne puisqu'elle est aujourd'hui assez âgée. On nous dit qu'elle se déplace peu, mais on espère quand même. Et peut-être qu'elle sera là. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Donc, nous passons maintenant à la délibération suivante, donc, qui concerne donc, la fermeture de l'école Prévert.
Oui, alors une délibération beaucoup moins réjouissante puisqu'il s'agit d'acter la fermeture d'une école, l'école Prévert qui, il y a quelques années, en 2011, comptait encore 97 élèves et qui, pour la rentrée 2015, ne devait plus compter que 41 élèves. Alors, comment expliquer cette baisse ? Il y a bien sûr plusieurs facteurs. Vous savez que nous connaissons une baisse démographique en Basse-Normandie, ça concerne toute la Basse-Normandie, et en Basse-Normandie, plus particulièrement la Manche, et dans la Manche, plus particulièrement le Cotentin, et dans le Cotentin, plus particulièrement Cherbourg. Mais néanmoins, cette baisse démographique générale en elle-même ne permet pas d'expliquer une chute aussi brutale. Bien sûr, il y a eu l'année dernière la fermeture d'Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel est l'école maternelle qui alimentait directement cette école élémentaire de Prévert. Et bien, nous observons que les enfants d'école maternelle qui ont donc été réinstallés soit à l'école Alma, soit à l'école Asselin, ont continué leur scolarité dans ces écoles et les écoles de proximité, c'est-à-dire pour Alma, Gibert ensuite, et pour Asselin, Dujardin. Il y a un autre facteur qui est bien sûr le vieillissement de la population de l'hypercentre. Nous comptons dans l'hypercentre moins de familles avec de jeunes enfants qu'à une époque. Ça n'est pas vrai pour d'autres quartiers et nous avons par exemple sur Octeville-Bourg beaucoup d'enfants, beaucoup de familles avec de jeunes enfants, notamment dans deux écoles telles que l'école Baillet et l'école Roquette qui sont à proximité immédiate et dans lesquelles nous comptons beaucoup d'enfants encore. Alors nous avons travaillé avec les enseignants dès l'année dernière, c'est-à-dire dès que la fermeture de l'école Arc-en-Ciel a été prise. Et nous avons mis en place une sorte de veille. Nous avions convenu de nous voir très souvent. Et du côté de la direction de l'éducation, nous avons fait un travail qui consistait à appeler tous les parents de grandes sections du secteur qui auraient pu décider d'envoyer leurs enfants à l'école Prévert. On les a tous interrogés par téléphone pour savoir quelle serait leur décision. Et tous, ils nous ont dit, puisque mon enfant est scolarisé à Alma, il ira ensuite à Gibert, ou puisqu'il est scolarisé à Asselin, il ira ensuite à Dujardin. Donc, dès le 9 mars, nous avons rencontré l'équipe enseignante, nous avons confronté nos prévisions, et nous sommes arrivés à cette observation, c'est que nous n'allions compter que 41 élèves à la rentrée de 2015. Alors on a très longuement discuté avec l'équipe enseignante, avec l'Éducation nationale. Le souhait, c'était de prendre la meilleure décision possible, ou la moins mauvaise, en tout cas celle qui allait le moins pénaliser les familles. Il était très important que la décision soit prise au plus tôt pour que les familles soient informées très rapidement et que l'on puisse préparer la transition. Il ne fallait surtout pas que les familles puissent la prendre par hasard, par accident, dans le journal, sans que nous ayons été les premiers à leur annoncer que nous allions devoir fermer cette école. Alors pourquoi avons-nous pris cette décision avec l'équipe enseignante, avec l'Éducation nationale, d'accepter la fermeture qui nous était proposée par le DAZEN ? D'abord, nous aurions immanquablement connu au moins la fermeture de 2 classes. Ce qui voulait dire que dans les 2 classes restantes, nous aurions eu nécessairement des doubles, voire des triples niveaux. Et paradoxalement, les enfants, alors qu'ils auraient été accueillis dans une petite école, mais dans des conditions très peu favorables d'enseignement. Par ailleurs, la fermeture aurait été inéluctable l'année d'après. On constate également que dans les petites écoles de centre-ville, il est très difficile de mener une véritable dynamique de projet. Et que plus les effectifs sont importants, plus la dynamique existe. Et nous l'avons constaté, puisque la fermeture d'Arc-en-Ciel a eu pour effet de redonner une dynamique à l'école Asselin, par exemple, dans laquelle nous avons vu véritablement un nouvel élan, avec de nouveaux parents qui sont arrivés, une association de parents d'élèves qui a été consolidée, et de très très belles fêtes désormais dans cette école. Enfin, c'est aussi cet argument qui a compté, c'est-à-dire que nous avons à proximité immédiate, dans un rayon de 500 mètres, 2 autres écoles. Et ces écoles se trouvent consolidées. Vous savez que l'école Gibert était menacée d'une fermeture de classe. Avec cette fermeture d'Arc-en-Ciel, nous consolidons Gibert durablement, qui n'est évidemment plus menacé d'une fermeture de classe. Et de la même façon, nous consolidons
Asselin du Jardin, à tel point que d'ailleurs nous avons demandé une ouverture de classe dans l'école Asselin du Jardin pour la rentrée prochaine, tant le dynamisme de cette école est important, avec un nouvel afflux d'enfants, pas simplement les enfants de Prévert, mais d'autres enfants également, qui arrivent très nombreux à la rentrée prochaine dans cette école. Alors, bien sûr, cette décision a été accompagnée, c'est-à-dire que nous avons vu très tôt les parents, avant que l'information ne circule par un autre biais, dès le 7 avril. Nous leur avons expliqué que nous allions leur donner le choix de l'école pour leurs enfants, pour que les petits groupes d'amis ne soient pas cassés, pour que les enfants puissent rester dans une sécurité affective. Nous avons organisé avec la directrice, Madame Loyer, nous avons organisé des visites d'école. Les directeurs des 2 écoles ont accueilli également les parents dans des rendez-vous particuliers. Il y a eu des temps d'immersion. Et tout cela va se terminer le 29 juin, c'est-à-dire lundi, par un après-midi festif. Et d'ailleurs, j'ai ici le mail, un courriel de Madame Loyer, la directrice de l'école, qui invite l'ensemble du conseil municipal à cet après-midi festif qui va avoir lieu lundi après-midi à partir de 15h30 et jusqu'à 17h. Vous êtes donc tous conviés par Madame Loyer à ce petit temps qui consistera à dire au revoir de manière festive à l'école. Monsieur Marguerite, et après Madame Joly. Oui, je vous remercie, Monsieur le maire. Nous allons voter contre cette délibération. D'ailleurs, je dois dire que Madame Thiolan a un certain talent pour faire passer une mauvaise nouvelle pratiquement pour une bonne. Enfin, je suis désolé, mais quand une école ferme, c'est quelque chose de palpable qui démontre que l'attractivité d'une ville ne va pas. D'ailleurs, vous avez commencé en présentant cette délibération en disant qu'elle s'expliquait par la baisse démographique, en effet, mais on ne peut pas simplement dire que ça baisse partout et que ça baisse plus à Cherbourg, et c'est comme ça. Voilà. Et que le vieillissement de la population est le deuxième facteur, vous l'avez dit aussi. Je ne suis pas convaincu par les arguments que vous déployez sur les translations d'effectifs qui vont consolider une autre école. Oui, bien sûr, quand on ferme une école, l'école d'à côté est un peu consolidée, mais ce n'est pas satisfaisant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que fondamentalement, fermer une école, c'est une bien mauvaise nouvelle, c'est un bien mauvais signe, et c'est un signe palpable du déclin d'une ville, et on ne peut pas s'en réjouir, je crois. Alors bien sûr, c'est une prise d'acte, de toute manière l'école va fermer, mais en votant contre, le groupe du Cercle du Cotentin va manifester simplement le fait que politiquement, il y a autre chose que la fermeture d'une école. Il y a peut-être aussi une politique locale, une politique municipale qui manque d'attractivité et qui aujourd'hui en trouve tous les effets avec une fermeture d'école qui était également le cas d'ailleurs l'année dernière. Ça fait quand même deux fermetures d'écoles, donc on ne peut pas s'en réjouir, et je pense même qu'on peut indiquer collectivement notre préoccupation vis-à-vis de cette situation. Okay. Madame Joly. Oui, je voulais juste rectifier un propos, c'est que la fermeture d'école n'a pas été proposée par le DAZEN. Pas au premier tour, au deuxième. Si, elle a été proposée par le DAZEN le 9 avril en CDEN. Et le retrait des 4 postes, si, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est pas eu l'information que j'ai eue. Mais... non, il ne l'a pas proposé lors du comité, voilà. Comment s'appelle, le comité technique, comment ça s'appelle exactement, mais il l'a proposé au CDEN du 9 avril. Oui. C'est bien lui qui le propose et c'est nous qui l'acceptons. Oui, mais il ne l'a pas proposé dès le début, en fait. Voilà, c'était juste pour rectifier. Oui. Ça n'a pas été proposé dès le début. Non, tout à fait. Et nous avons eu une phase de négociation dans laquelle nous avons réfléchi aux 2 possibilités. Maintenir une année de plus 2 classes ou bien fermer dès maintenant. Et on s'est posé vraiment sincèrement la question, est-ce que ça allait être bon pour les enfants que de rester dans une école avec 2 classes seulement, ou bien est-ce qu'une école un peu désertée, ça n'allait pas être encore plus traumatisant que de devoir changer d'école en étant bien accompagné? C'est la question qu'on s'est posée. Par ailleurs, Monsieur Marguerite, on ne se réjouit pas du tout. Et j'ai commencé par dire qu'en effet, c'était une très mauvaise décision. Je suis désolée si j'ai donné l'impression que j'étais très contente de cette fermeture. Non, chaque fermeture d'école est vraiment une déception pour nous. Néanmoins, oui, nous essayons d'avoir une politique extrêmement attractive et ça commence par l'accueil dans nos écoles. Vous avez vu la présentation qu'on a faite tout à l'heure. On essaie d'avoir le meilleur accueil possible. Les millions d'euros que nous mettons chaque année pour que il y ait à la fois un accueil périscolaire dans toutes nos écoles, qu'il y ait dès le matin, le soir, le temps du midi, un vrai repas,
non pas un service privé de repas qui aurait été préfabriqué dans une entreprise, mais une véritable fabrication à Cherbourg-Octeville de repas qui sont ensuite distribués. Enfin, nous avons toute cette volonté politique d'écouter les familles, d'être au plus près de leurs besoins et d'avoir véritablement une offre très attractive. Alors néanmoins, on a ce vieillissement de la population et on a moins d'enfants qu'avant. Et c'est vrai que ça rejoint un petit peu la problématique de la commune nouvelle parce qu'on voit, quand on observe le diagnostic communal, le diagnostic social communal, que la plupart de ces enfants, ils sont tout proches. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous travaillons beaucoup avec les villes voisines, parce qu'en vérité, ils n'ont pas quitté l'agglomération. Ils sont tout proches encore, il y en a encore, bien sûr. Donc voilà, tout ça pour dire que ça nous préoccupe, on y travaille. Maintenant, on a parfois des écoles surdimensionnées et il vaut mieux avoir plus d'enfants dans moins d'écoles que beaucoup d'écoles avec peu d'enfants. C'est ce que l'Éducation nationale nous dit et nous sommes convaincus de cela aussi. Tout à fait. Et dans le domaine de l'attractivité, on se bat sur tous les fronts, y compris celui du logement. On a eu l'occasion d'en parler lors de précédents conseils municipaux. On reparlera dans le futur des actions qui sont menées en termes d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat, de remise sur le marché de logements qui sont dégradés. Et puis aussi donc, un certain nombre d'actions, de projets nouveaux pour construire ici en centre-ville, là où c'est possible, eh bien, un logement qui soit adapté, qui puisse accueillir des familles avec enfants, de façon à enrayer, non pas ce déclin, moi je ne suis pas dans la déclinaison du bashing automatique, mais c'est vrai qu'on a des difficultés, mais ces difficultés, donc on se retrousse les manches pour pouvoir les affronter lucidement et avec des actions qui, certes, en matière de logement, donneront des résultats, j'en suis persuadé, à moyen terme. Monsieur Le Jamtel, vous souhaitiez prendre la parole. Oui, les DAZEN changent plus souvent que les maires de Cherbourg-Octeville. Donc, il y a un regret par rapport à ça, c'est que sur la question de la carte scolaire de Cherbourg-Octeville, ça fait plusieurs années que... Pardon. Ah non, je croyais que vous m'interpelliez. C'est pareil, j'éternue beaucoup aussi. Donc je continue sur la... Ça m'a un peu déstabilisé. Ce que je veux dire, c'est que cette question de la carte scolaire des écoles est immanquablement posée par la perte d'habitants sur Cherbourg-Octeville depuis un certain nombre d'années. Si beaucoup de temps a été consacré cette année, à juste titre, sur l'évaluation de la réforme des rythmes scolaires avec les éléments qui nous ont été donnés, l'année qui vient pourrait être consacrée à mettre en place une démarche de prospective, mettre en place une démarche prospective sur la carte scolaire des écoles de Cherbourg-Octeville. Et je pense bien sûr à l'éducation prioritaire et le plateau des provinces, qui a aussi perdu beaucoup d'habitants et avec une structure des écoles qui a peu changé. Il y a eu des fusions, il y a eu une maternelle qui a fermé, bon, il y a eu des évolutions, mais... Donc, d'une certaine manière, là, sur les arguments qui sont apportés par rapport à la fermeture de l'école Jacques Prévert, nous allons la voter. C'est-à-dire que nous allons la voter parce qu'il n'y a pas, malheureusement, c'est l'alternative la moins pire. C'est dommage, mais c'est vrai que dans les remontées qu'on a, c'est une fermeture qui est programmée par les dynamiques qui sont celles du centre-ville en ce moment. C'est inéluctable, donc le faire en amont n'est pas totalement dénué de cohérence. Mais en revanche, nous regrettons que sur le sujet des cartes, il n'y ait pas eu plus d'anticipation pour réorganiser la carte des écoles sur Cherbourg-Octeville, et il est temps de le faire. Ok. Juste un petit mot avant de soumettre cette délibération aux voix. C'est vrai qu'on est en perte de population, mais que pour ceux qui se souviennent du diagnostic social qui nous a été présenté, c'est qu'on a une évolution de la composition du nombre de personnes à l'intérieur des ménages, puisque en termes de ménages, on est plutôt en augmentation. Et c'est vrai qu'on a une problématique à l'heure actuelle avec les familles et il faut qu'on soit en capacité d'accompagner la production de logements qui accompagnent des familles avec enfants sur le centre-ville de Cherbourg-Octeville. Pour revenir à cette délibération, donc j'ai bien pris acte du fait qu'un groupe politique allait voter contre, donc je la soumets aux voix. Qui vote contre? Voilà, donc c'est conforme à vous-même. Qui s'abstient? Parfait. Donc je vous remercie de... On va passer donc maintenant à la délibération suivante qui concerne les tarifs municipaux pour l'accueil périscolaire du matin. Oui, alors il faut rappeler... Pardon Lydia.
il faut rappeler pourquoi nous avions institué pour la première fois la gratuité de l'accueil périscolaire du matin en 2014-2015, ce qui bien sûr n'avait jamais été le cas dans les années précédentes. C'était une disposition qui était liée à la réforme des rythmes scolaires. La réforme des rythmes scolaires a été l'occasion pour nous d'offrir de nouveaux services aux familles. Nous avons ainsi proposé un accueil périscolaire le matin dans toutes les écoles de la ville dès 7h30 et jusqu'à 8h45 et un accueil périscolaire l'après-midi dans toutes les écoles également de 16h15 à 18h. Et la gratuité a été proposée pour cette première année pour une raison simple, c'est que nous avions modifié les horaires. Et comme nous avions modifié les horaires, il fallait un temps d'adaptation pour les familles. Pour faciliter ce temps d'adaptation, nous avons considéré qu'il était important de proposer cette gratuité. Néanmoins, cette gratuité elle a eu des effets imprévus. C'est que nous avons eu beaucoup de parents qui se sont inscrits par précaution, en pensant que peut-être un jour ils auraient besoin de ce service d'accueil périscolaire du matin, alors que bien souvent, les agents étaient mobilisés sans que les enfants ne soient là avant 8 heures. Nous avions ainsi 586 enfants inscrits, mais seulement 210 présents chaque semaine, c'est-à-dire un peu plus de 8% des effectifs. Donc avec cette tarification, nous allons avoir une meilleure gestion de ce service, et cette meilleure gestion, elle doit nous permettre d'offrir un meilleur service. Si, je l'espère. Je vois Madame Joly qui n'est pas d'accord, mais j'espère bien. Je veux souligner également que cette tarification, elle demeure modeste. C'est 0,75 centimes pour une demi-heure, dans la limite d'une heure facturée. Ça reste donc quelque chose de tout à fait accessible. Alors on pourrait avoir un débat sur la gratuité. On a eu un débat sur la gratuité en commission 3, qui était très intéressant. Néanmoins, pour les raisons que je viens d'indiquer, nous ne sommes pas favorables à ce maintien de la gratuité pour l'accueil périscolaire du matin. Alors, en premier, donc, Madame Varenne. Merci, Monsieur le maire. Donc, effectivement, Madame Thiollan vient de le rappeler, nous avions eu un débat sur la gratuité et nous étions bien, nous nous plaçons au niveau de la gratuité des 2 premières heures. Donc, ce n'est pas une gratuité totale. Nous pensons que le fait, effectivement, d'avoir mis en place l'étape, donc les familles avaient effectivement une proposition gratuite, de repasser, donc on a bien entendu que ce n'était pas la même activité, on était sur du périscolaire, mais de pouvoir donner la possibilité aux familles d'avoir les 2 premières heures gratuites, ça ne, je dirais, ça ne va pas déséquilibrer et à mon avis, ça ne va pas non plus, par rapport au nombre d'inscriptions par précaution ou pas par précaution, parce qu'en fait, quand on fait le calcul, ça peut aller jusqu'à 30 € par mois donc d'augmentation pour les familles, donc ça peut pénaliser vraiment des familles à revenus modestes. Donc je pense que les 2 premières heures, on était vraiment sur les 2 premières heures gratuites. Oui. Alors, plusieurs choses sur ce point. D'abord, vous avez bien compris, après l'évaluation, que le constat de tous, c'est que les enfants sont fatigués. Et ce qui fatigue les enfants, c'est aussi le temps en collectivité. Donc, notre volonté politique, c'est de ne pas favoriser le temps des enfants passés en collectivité. Or, si on instaure une gratuité, ça a forcément un effet incitatif. Or, pour les maternelles, manifestement, il est important qu'ils aient moins de temps en collectivité dans la semaine. Par ailleurs, ce qui vaut pour l'étape ne vaut pas pour l'accueil périscolaire ordinaire. En tout cas, c'est mon point de vue, même si le débat, il existe et les arguments sont pertinents également, ceux que vous venez de donner sont pertinents. Pourquoi ça n'est pas la même chose de mon point de vue? Parce que dans les temps d'activité périscolaire, on l'a dit tout à l'heure, on a véritablement des activités qui sont proposées, qui sont des activités dont les enfants ne bénéficient pas lors du temps scolaire et dont ils ne bénéficient pas non plus, dont ils ne peuvent pas bénéficier à la maison. C'est la découverte de nouvelles disciplines. Et il y a là un enjeu d'égalité des chances, de lutte contre les inégalités scolaires. C'est un véritable enjeu d'égalité sur le territoire. Et c'est crucial que ce soit gratuit. Et c'est la raison pour laquelle également, de manière très, très originale, on a aussi institué la gratuité au conservatoire de musique, la gratuité à l'école des beaux-arts. C'est extrêmement rare sur l'ensemble du territoire français. Ça existe dans très très peu de villes. Et on l'a fait
parce qu'on considère que c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'égalité des chances. C'est déterminant, c'est la lutte contre les déterminismes sociaux. Mais lorsqu'il s'agit d'un accueil périscolaire, je dirais ordinaire, on n'est pas du tout sur les mêmes enjeux. Et on pourrait même entendre, de la part des assistantes maternelles du secteur, on pourrait même entendre des remarques, on pourrait même entendre des assistantes maternelles dire « mais vous nous mettez en difficulté puisque finalement vous proposez un accueil gratuit, là où nous, on peut accueillir aussi des enfants et finalement on aura moins de travail ». On pourrait entendre ça et en effet on est dans une situation là où il n'y a pas les mêmes enjeux du point de vue éducatif et sur l'ensemble du territoire on pourrait créer une situation de déséquilibre. Voilà les arguments que je voulais vous donner et qui font que nous ne sommes pas favorables à cette gratuité. Monsieur Marguerite. Oui, je vous remercie, Monsieur le maire. Nous allons voter pour cette délibération parce que, de notre côté, nous sommes tout à fait hostiles au principe de gratuité généralisée. Et je pense, vous le disiez, c'était imprévisible. Moi, je pense que les conséquences qui sont décrites ici étaient tout à fait prévisibles. Je pense que faire payer même une somme symbolique, et la somme est suffisamment symbolique pour qu'elle ne soit pas pénalisante dans cette délibération et qu'il n'y ait pas de remise en cause de l'égalité des chances, de l'égalité de chacun face aux services qui sont proposés, permet, je trouve, de responsabiliser et je trouve que ça va dans le bon sens. Voilà, donc nous allons voter favorablement parce que nous sommes hostiles à la gratuité, mais là où nous divergeons, c'est que nous sommes hostiles à la gratuité pour les activités que vous venez de décrire, y compris les activités culturelles, parce qu'un coût faible, même, hein, j'insiste là-dessus, d'accès à la culture permet d'en démontrer le coût et c'est important. Je pense que chaque chose est une valeur même symbolique. J'en profite quand même pour rappeler la position de notre groupe sur les rythmes scolaires. Nous y avons été hostiles, nous le sommes toujours, et finalement la présentation qui a été faite tout à l'heure nous conforte dans notre position d'hostilité de cette réforme des rythmes scolaires dont on voit bien sur le terrain qu'elle suscite dans les peu de réponses, enfin dans les réponses quand même qui ont été apportées, des crispations et puis finalement qu'elle a des conséquences négatives. Nous espérons donc, pour politiser un tout petit peu mon propos, qu'en 2017, une alternance permettra de revenir sur cette réforme. Oui, ce qui serait un désastre, parce que je pense que moi, au contraire, cette réforme des rythmes scolaires, même s'il y a eu un peu de turbulence parce qu'il faut stabiliser le système, donc elle permet bien justement d'apporter les compléments et aussi ce qui est extrêmement important, c'est comme le disait Lydia, c'est de permettre la découverte d'activités que sans doute beaucoup de nos jeunes n'auraient pas l'occasion de découvrir. Donc c'est un point important. Et aussi, ces activités périscolaires, elles viennent d'une certaine façon s'intégrer dans le cadre d'une réflexion globale au service de l'enfant. Et bien, c'était tout l'enjeu de ce plan éducatif local tel qu'il vous a été présenté. Monsieur Le Jamtel, et puis on soumet aux voix. C'est un complément par rapport au débat, c'est que quand on parle du temps d'exposition des élèves à l'école, enfin le temps où ils sont à l'école, je comprends bien le débat qui consiste à dire il faut pas qu'on les accueille trop tôt et qu'ils soient là trop tard le soir parce que par rapport à la vie de famille, enfin c'est important. Par contre, il y a un historien de l'éducation qui s'appelle Monsieur Prost qui explique quand même que le temps global que les élèves passent à l'école a beaucoup baissé ces 30 dernières années, dans le premier degré notamment, et que c'est une des causes de la persistance d'inégalités sociales à l'école, et c'est une des causes de déterminismes sociaux que, de fait, nous avons du mal à combattre au niveau de l'éducation nationale. Donc, il y a deux débats qu'il ne faudrait pas mélanger, c'est-à-dire, certes, quand des enfants sont en maternelle et tout ça, il ne faudrait pas qu'ils soient trop longtemps en dehors des familles, mais en revanche, et ça, la réforme des rythmes scolaires au premier degré ne l'a pas réglé, il y a moins d'heures pour les élèves en France dans le premier degré en 2015 qu'il y a une trentaine d'années. Et les premiers à en pâtir, ce sont ceux qui n'ont que l'école pour réussir, quoi. Voilà. D'où la nécessité, dans le cadre d'un projet éducatif local, de travailler aussi à la marge des temps scolaires. Je soumets cette délibération aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération donc adoptée. On continue donc avec cette fois-ci donc les incidences, à savoir les règlements intérieurs de la restauration scolaire. Juste pour finir sur la réforme, il y avait un intérêt, il y a toujours un intérêt à cette réforme, c'est les 5 matinées. Et c'est le matin que les apprentissages sont les plus efficaces. Tout le monde le dit, et le retour aux 5 matinées est vraiment un bénéfice très important de cette réforme, malgré tous les défauts qu'on peut lui trouver ici ou là.
Alors oui, une délibération qui concerne tout simplement les modifications apportées à nos règlements intérieurs, puisque nous avons de nouveaux horaires, nous avons aussi de nouveaux règlements intérieurs, et puis nous en avons profité pour apporter quelques éléments de simplification. Alors pour le confort de la lecture, vous avez un document comparatif qui vous permet de voir les différences entre les anciens et les nouveaux règlements intérieurs, des différents accueils que nous proposons aux familles. Voilà, je suppose que tout ça a été vu en commission, donc je soumets aux voix. Qui vote contre? Non. Ah pardon, vous voulez prendre la parole? Monsieur le Jamtel, je vous donne la parole. Non, il y a eu une question en commission par rapport à un comparatif sur le tarif précédent et le prochain tarif. Les conséquences sur les familles. Alors, la question qui a été posée était plus une observation. C'est qu'il y avait des familles qui ont été ici, identifiées par l'OCLVO. Et c'est Muriel qui m'avait prévenu très rapidement de cela, des familles qui s'étaient trouvées en difficulté parce qu'elles avaient eu des augmentations de tarifs, puisque le nouveau système adopté avait pu apporter des modifications de la tarification. Alors nous avons immédiatement rencontré ces familles, appelé le CCAS. Les familles en question étaient déjà suivies. Elles ont eu des aides qui leur ont été apportées et on a trouvé des solutions à ces quelques cas qui avaient été identifiés. Et c'était vraiment très très utile d'ailleurs que l'OCLVO nous alerte là-dessus. Et c'est un suivi qu'on a mené avec énormément de familles. Donc il n'y a pas de problème. Et normalement, justement, les nouveaux modes de tarification qui se cale sur ce que la CAF nous permet de suivre au plus près, nous permettra d'éviter de ne pas être calé sur l'exactitude des ressources en temps réel des parents. Madame Joly. Oui, je vous rejoins sur le fait que le calcul d'après la CAF permet d'être plus précis sur la situation actuelle des familles. Sauf qu'il s'avère qu'avec ce nouveau mode de calcul, nous, on a été interpellés par des familles puisqu'il y a des gens qui bénéficiaient par exemple de la gratuité qui maintenant deviennent payants. C'est les familles par lesquelles vous avez été interpellés aussi. Et il y en a d'autres, il y a d'autres familles, je ne sais plus les tarifs, par exemple ils payaient 1,77, maintenant ils payent 40 centimes de plus. Alors 40 centimes, ça peut paraître rien pour certains, mais 40 centimes fois 3 enfants, ça fait 1,20 €, fois 4 jours par semaine, ça fait par exemple 30 €, quoi. Et 30 € par semaine, oui, je ne me trompe pas dans mes calculs, par mois, 30 € à la fin de l'année, ça fait 300 €. Pour des familles, ça peut être très lourd. On sait tous ici que le seuil de pauvreté à Cherbourg est élevé et qu'il faut en tenir compte. Donc, on avait demandé lors de la commission qu'on nous donne des exemples de tarifs avant et avec le nouveau calcul, voilà. Parce que nous, on a vu beaucoup d'augmentations. Oui, alors vous n'avez peut-être pas rencontré les familles qui justement ont bénéficié d'une baisse, parce qu'il y en a eu beaucoup aussi. Puisqu'en fait, comme on est calé sur la réalité des ressources des familles, il y a eu aussi beaucoup de baisses pour beaucoup de familles. Alors, si, réellement, on a des listes. Les modes de calcul ont été appliqués. On avait fait une modélisation pour 800 familles. Donc, on avait effectivement aussi une baisse très importante pour beaucoup de familles. Alors, néanmoins, vous savez que la tarification est un grand sujet qui nous préoccupe beaucoup. Arriver à une harmonisation et à une justice dans la tarification, c'est quelque chose de très compliqué. On y travaille et on l'a dit en commission, on avait le chantier de la réforme, on ne pouvait pas mener en même temps le chantier des périmètres scolaires, comme l'indiquait monsieur le Jamtel tout à l'heure, et le chantier de la nouvelle tarification. D'autant plus que nous allons aussi sans doute travailler à une harmonisation avec nos voisins pour qu'il y ait une justice sur l'ensemble du territoire de l'agglomération. Donc voilà, on va continuer d'y travailler et essayer d'être au plus juste. Et parfois, je suis absolument d'accord, parfois les tarifs sont trop élevés. Et il faudra qu'on puisse y retravailler pour arriver à une plus grande justesse de nos tarifs et une plus grande justice. Alors, monsieur le Jamtel,
Oui, je pense que c'est important sur le débat sur quelles sont les familles pour lesquelles ça baisse, quelles sont les familles pour lesquelles ça monte. Alors bien sûr, ça dépend sur l'échantillon, enfin, quelles sont les personnes sur lesquelles on fait le point, mais vous avez cité l'association LOCLVO qui vous alertait justement sur le fait que ça monte pour certaines familles. Oui, mais c'est beaucoup plus que ça en réalité. C'est-à-dire qu'il y a plus de familles pour lesquelles le tarif monte. C'est-à-dire que si on prend les personnes pour lesquelles la proposition d'évolution a une incidence, c'est très majoritairement une augmentation de tarifs et très minoritairement une baisse de tarifs. Donc là, dans votre propos, on a l'impression que c'est plutôt plus équilibré. Nous, les chiffres sur lesquels on va se baser pour pouvoir, pour s'exprimer sur ce sujet-là, et on votera contre, nous indiquent que majoritairement, pour les familles pour lesquelles ça aura un impact, ce sera un impact qui est négatif. Mais comme vous avez dit que des familles ont été rencontrées pour trouver des solutions, à ce moment-là, peut-être, si on se trompe sur le nombre de familles qui vont être concernées, tant mieux. Mais à ce moment-là, il faudrait une réponse spécifique pour ces familles pour lesquelles l'augmentation est quand même de l'ordre, ça peut aller jusqu'à 2,10 € d'augmentation quand même. Non. Si. On avait 1 € maximum d'augmentation. Donc, alors non, il faut... Ça va jusqu'à... Non, le maximum, évidemment, j'ai pris le point le plus maximum, c'est 2,10 €. Il y a des augmentations d'1,88 €, des augmentations d'1,78 €. Bon, pour l'instant, là, ce que je regrette, c'est qu'on ne se soit pas dit qu'il fallait faire ça pour aujourd'hui, plus précisément en commission, parce que j'aurais pu vous apporter les chiffres aujourd'hui, précisément. Et là, on parle dans le vide. Parce que vous voyez que le mode de calcul... Non, sur un sujet très important, je ne dis pas que ce sujet n'est pas important. Le mode de calcul n'a pas changé, c'est la prise en compte des ressources. Et les ressources, ici, sont calées sur les informations qui nous viennent de la CAF plutôt que sur les avis d'imposition ou non-imposition qui ont le défaut suivant, c'est qu'on a une année de décalage. Mais donc, on va voir très précisément, moi je vous propose qu'on regarde les choses paisiblement, très précisément. Nous, les calculs que nous avions ne nous donnaient pas du tout les chiffres que vous indiquez, on va le faire au plus près et on reviendra avec ici la réalité exacte des chiffres. C'est ce que je vous propose. Voilà. Je propose donc maintenant de soumettre cette délibération aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Avant de passer au point suivant, donc, je vous propose de revenir sur le Code général des collectivités territoriales, donc les délégations de pouvoir du maire. Il y a eu un certain nombre de décisions qui ont été prises, une dizaine. Donc, est-ce que vous avez des questions, des remarques particulières? Sinon, on en prend acte. Je vous remercie.